Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le représentant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Madame la représentante spéciale des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le vice-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Madame la directrice générale du Centre de facilitation des investissements, Messieurs les bâtonniers de Petit Goave et de la Croix des Bouquets, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes des droits humains, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et Associés, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté. C'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la 11e édition du Salon du droit. L'an dernier, nous avions tenu la 10e édition avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif autour de la justice administrative et de la reddition des comptes. Le fil conducteur se maintient avec l'unité de lutte contre la corruption qui entretiendra le public sur la redevabilité. Nous entamons une nouvelle décennie et nous sommes heureux de pouvoir continuer le chemin avec ceux et celles qui ont cru en nous dès les premiers instants, autant que ceux et celles qui nous ont rejoints. Merci d'avoir compris la mission que nous nous sommes donnée et que vous portez avec la même fougue. Établir un dialogue avec le public et les professionnels de droit à travers l'établissement d'un espace de réflexion dans l'objectif ultime de parvenir à cet état de droit, rêve de tous les hommes et de toutes les femmes de ce pays. Maître Toussaint, bon salon. Mesdames, Messieurs, bon salon. Et sans plus tarder, nous appelons pour l'hymne national Maître Luxon Evely Love Alphonse sur le podium à nous rejoindre au lutrin. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays et pour nos pères, pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères.
répéter les propos de M. Florian Jean-Marie, l'unité de lutte contre la corruption n'est pas encore coordonnateur scientifique. Jusqu'à présent, il s'agit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et le protecteur du citoyen n'avait pas parlé de passation de flambeau, mais de remise des actes du salon. Et c'est pour cela que j'appelle Maître Boisguené, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour remettre les actes du salon à l'unité de lutte contre la corruption. C'est avec plaisir et fierté que je vais remettre au directeur général de l'ULCC et également au PDG du cabinet Patrick Laurent et associés 2 ouvrages intitulés « Les actes du Salon du Droit » pour la 10e édition. Merci pour cette passation de flambeau. Si on est à notre 11e édition du Salon du Droit, c'est parce qu'il y avait, et il y a encore, un homme, une vision et une équipe. J'ai l'honneur de vous présenter Maître Patrick Daniel Franz Laurent, PDG du cabinet Patrick Laurent et associé pour les propos de circonstance. Je crains de ne pas pouvoir citer tous les noms des officiels qui sont dans la salle pour ne pas faire accro au protocole, de pouvoir oublier certaines personnalités. Mais permettez-moi de saluer le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le président de la Cour de cassation du CSPJ, le représentant du ministère de la Justice, Maître Bazelet, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Salvador, le directeur général de l'ULCC, aujourd'hui, c'est le coordonnateur scientifique. Mes chers amis, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je vous accueille à la 11e édition du Salon du Droit. Cette année, la tenue de cet événement revêt une importance toute particulière, car elle symbolise un acte de foi remarquable face aux défis considérables que traverse notre nation. Acte de foi parce que nous avons dû revoir nos plans au lieu de les annuler, même si cela nous a valu une course contre la montre. L'insécurité croissante nous a obligés à reprogrammer l'événement et ensuite le relocaliser. Au milieu de l'adversité, la flamme de l'espoir a gardé son éclat, symbole de détermination, de persévérance, frôlant presque l'entêtement. C'est aussi la preuve de notre indéfectible engagement pour continuer de promouvoir l'état de droit et de poursuivre cette mission envers le public, envers la jeunesse qui se bat pour un avenir meilleur. Je veux ici reprendre les propos de Robert Schuller qui reflètent tant nos sentiments aujourd'hui. Les problèmes ne sont pas des panneaux stop, ce sont des directives. La relocalisation du Salon du Droit
nous dirige vers l'obligatoire réflexion d'apporter l'événement aux autres régions du pays dans une démarche inclusive et participative. Car rapprocher la justice des citoyens, c'est aussi abolir les frontières de juridiction dans une démarche de réflexion commune autour d'une seule cause, l'état de droit. Cette plateforme d'échange et de réflexion essentielle qu'est le Salon du droit se félicite d'offrir une place à tous par l'accès à la connaissance et la richesse des échanges qui s'y tiennent. La 11e édition est la première de la 2e décennie du Salon. C'est le lieu de nouvelles résolutions et de nouveaux départs également. Nous sommes heureux pour celle-ci d'avoir l'unité de lutte contre la corruption ULCC dans son rôle de coordonnateur scientifique. Qui d'autre pourrait mieux vous entretenir sur le thème de la redevabilité? Au-delà des lieux communs sur l'étendue de la corruption et de l'impunité, nous avons compris la nécessité de permettre au public de bien appréhender les dimensions de la redevabilité et d'enrichir la réflexion autour des solutions concrètes, axées sur la transparence et la responsabilité des institutions publiques et privées. Je demanderai la permission du directeur général de l'ULCC, Maître Hans Joseph, de marteler le message suivant sans empiéter sur ces plates-bandes. Tâchez, chers participants, de vous impliquer maintenant dans les exposés qui vous seront présentés de manière à formuler pour vous-même et à comprendre votre implication personnelle dans la question de la redevabilité. Gardons nos droits pour tenir la plume qui écrira nos résolutions. Ils seront occupés à matérialiser ce que votre pensée aura formé au lieu de suivre le mouvement de vos yeux pour chercher qui pointer. Pour vous accompagner dans cet exercice, 6 sous-thèmes seront développés lors des conférences prévues dans 3 salles distinctes. Et comme d'habitude, le point culminant de la journée sera le procès simulé devant le tribunal criminel sans assistance de jury, mettant en scène un ancien ministre accusé de défaut de déclaration de patrimoine, d'enrichissement illicite et de détournement des biens publics. Vous aurez également accès à 20 conférences libres sur les différents stands. Et pour bénéficier des consultations juridiques gratuites sur les stands de nos exposants, que nous profitons de remercier, nous citons la Fédération des barreaux d'Haïti, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Unité de lutte contre la corruption, Barreau de la Croix-des-Bouquets, Inspection générale des finances, Bureau haïtien des droits d'auteur, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, juristes experts, Unité centrale de renseignement financier, Cabinet Casimir, Cabinet d'Orsay et Associés, Études notariales Alex Demosthène, Commission nationale des marchés publics, Institut mobile d'éducation démocratique, Académie de formation et de perfectionnement des cadres, Office de la protection du citoyen, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Cabinet Patrick Laurent et Associés. Depuis la 9e édition, nous avons inauguré un espace dédié aux livres. Cette année encore, vous aurez le privilège d'acquérir les ouvrages suivants. La réglementation du secteur religieux en Haïti, 1804-2005, du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation de la République, l'honorable magistrat Jean-Joseph Lebrun. Les collections d'ouvrages de l'AFPEC, la parenthèse juridique de Patrick Laurent, la protection de l'environnement dans le système américain de protection des droits de l'homme de Patrick Laurent,
l'éducation à la citoyenneté au cœur d'un déficit de gouvernance du système éducatif haïtien de Bélia-Bayard. Et dans le coin du livre, nous avons les collections de livres en droit de communication plus. Une autre activité majeure du Salon est la 3e édition du prix du Salon. Offert cette année par l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, AFPEC. Le Salon accueille également la 3e édition du prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence, une initiative du Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme et de la démocratie. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, au nom de la transparence, nous tenons à vous informer que la réalisation du Salon est possible grâce au soutien de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Fonds pour la consolidation de la paix, Office national d'assurance vieillesse ONA, Agroservices, Académie de formation de perfectionnement des cadres AFPEC, Télémétropole, Radio Vision 2000, Magic 9, Radio Télé Kiskeya, Radio Télévision Caraïbes, Radio Télé Guinée, Radio Galaxie, Jacques Melinter, Télévision Nationale d'Haïti, TNH, Télématica, TECED, ID+, Contact Plus. Enfin, nous voulons de manière toute particulière saluer l'apport de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne qui s'est joint à ces efforts en remplissant le rôle de responsable de protocole. Nous exprimons notre reconnaissance à ces institutions privées, publiques et internationales qui se sont unies pour soutenir un tel événement dans une période difficile de notre histoire nationale, marquée par une économie en crise et une insécurité persistante. C'est un témoignage vivant que Haïti ne périra et qu'elle survivra si nous sommes unis. Nous vous souhaitons de profiter de cette 11e édition et sommes confiants qu'elle sera, grâce à vous, une réussite. Dans la logique de la continuité, nous attendons déjà les institutions intéressées à prendre part à la 12e édition en qualité de coordonnateur scientifique, responsable de protocole, parrain du prix du Salon pour la 4e édition. Notre directrice administrative, Chamaya Mentor-Laurent, et le président de la commission du Salon, Maître Olivier Pierriche, seront heureux de vous informer des possibilités de participation. À l'issue du procès de cet après-midi, nous communiquerons à la communauté du Salon les institutions sélectionnées pour ces rôles lors de la 12e édition prévue pour le vendredi 9 mai 2025. Enfin, et une fois de plus, que les partenaires et les sponsors soient remerciés pour leur contribution à la réalisation de cet événement, autant que les membres du comité d'organisation et les volontaires pour leur dévouement et leur engagement. Je souhaite à tous les participants un excellent salon du droit, que cet événement soit une source d'inspiration et de motivation pour tous ceux qui œuvrent pour un Haïti plus juste et plus démocratique, en espérant qu'Haïti devienne un véritable État de droit. Je vous remercie. Merci, Maître Laurent. Maître Rogaville Boisguené venait de remettre
les actes du salon au nouveau coordonnateur scientifique. Nous l'appelons maintenant au lutrin pour son discours. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Volmar Desmaizieux, membre du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation de la République, Maître Jocelyne Casimir, juge à la Cour de cassation de la République, Maître Patrick Metellus, juge à la Cour de cassation de la République, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Madame la directrice générale du CFI, Monsieur le représentant de la Banque de la République d'Haïti, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le coordonnateur général, Monsieur le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Madame Esther Faoul de la CNMP, Monsieur le représentant de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Petit-Goâve, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers du Salon, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur l'auditeur en chef de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le coordonnateur de la Chambre du secteur économique de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le PDG du cabinet Patrick Laurent et associés, Professeur Henri Mage d'Orléans, confrères et consoeurs avocats, Mesdames et Messieurs de la magistrature haïtienne, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En cet instant présent si solennel, s'ouvre la 11e édition du Salon du droit, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, par mon organe, entend exprimer in limine litis le plaisir qui a été le sien d'avoir pu faire l'expérience de la coordonnatrice scientifique du Salon du droit pour la 10e édition. Aujourd'hui, peu d'institutions, dans une année ordinaire ou un exercice administratif, offrent au public un rendez-vous aussi instructif que régulier qu'est le Salon du droit. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Salon sur l'État est le centre de gravité des thèmes débattus tous les ans. Que faut-il d'autre à cette institution qui est devenue le Salon du droit pour avoir fait de cette génération la reconnaissance bien méritée d'utilité publique? Nous autres, du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, sommes heureux de passer le flambeau que nous avions reçu de la Commission nationale des marchés publics à l'unité de lutte contre la corruption. La Cour a été la coordonnatrice scientifique dans un contexte bien particulier. En l'année 2023, alors que le Salon du droit soufflait ses 10 bougies, la Cour, elle, célébrait le 200e anniversaire de sa création. C'est l'occasion pour nous de remercier encore une fois de plus les organisateurs du 10e Salon et tous ceux qui, par leur participation aux différentes activités, ont apporté ce qui manquait à l'éclat de la fête de la Cour pour être à la hauteur des dimensions de l'événement dans notre histoire de peuple. Chers concitoyens,
chers concitoyennes, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de la République d'Haïti est la première des institutions supérieures de contrôle des finances publiques créées en Amérique. C'est une fierté, mais on doit être encore plus fier de sa longévité. Maintes fois, son existence a été menacée par les forces ténébreuses de la politique et même supprimée. Mais leur victoire n'a jamais été que de coups de jurée. Toujours et rapidement, elle a été restaurée. Il faut se souvenir des noms comme Charles Cameau, ancien président de la Chambre des comptes sous le gouvernement de Noah Alexis, qui a failli être fusillé au matin du 6 juin 1905 au Palais national par ce président à la suite d'un rapport d'audit de son gouvernement. Président qui pourtant a réalisé le procès de la consolidation. Dans la puissance de l'occupant, c'est une institution qui l'a gêné et a fini par la supprimer en 1917. Réétablie en 1932 pour être supprimée à nouveau en 1935, le président du Marseille estimé fera renaître une fois de plus la Chambre des comptes en 1946. Les auteurs du coup d'État du 10 mai 1950 contre le président du Marseille estimé vont la supprimer, mais elle sera rétablie en 1957. Cette longue expérience a fini par convaincre les générations d'après 1957 que la Cour, comme l'a écrit dans ses mémoires Frédéric Masselin, ministre des Finances sous le gouvernement du président Noah Alexis, est la gardienne des intérêts de la nation. Aujourd'hui encore, il revient à nous tous de veiller à la sauvegarde de cette institution, mais surtout de veiller à l'indépendance de la Cour par rapport à la politique. Toutes les réformes, quelles qu'elles soient, ne doivent avoir comme objectif que de rendre la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif encore plus indépendante pour plus d'efficacité dans ses missions. À l'aube de notre 3e siècle depuis la création de la Chambre des comptes, nous avançons vers l'avenir avec confiance. En dépit des moments difficiles que vit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, contrainte de loger provisoirement chez une institution indépendante, beaucoup de nos services sont dysfonctionnels pour l'instant, mais nos bureaux de province continuent de remplir leur mission et nous espérons que cette mauvaise passe sera bientôt derrière nous. Mesdames, Messieurs, de la Commission nationale des marchés publics à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'unité de lutte contre la corruption, le Salon du droit nous aura permis d'avoir une bonne connaissance d'une partie non négligeable des institutions clés du système de contrôle des finances publiques et du dispositif de lutte contre la corruption de l'administration publique haïtienne. En ma qualité de président de la Cour, je tiens à féliciter tous les participants pour l'intérêt porté au Salon du droit. Nos félicitations s'en vont également au cabinet Patrick Laurent et associés, à Maître Patrick Laurent en particulier, et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont supporté l'initiative. Tout en félicitant l'unité de lutte contre la corruption par avance pour la qualité du contenu de cette 11e édition, souhaitons longue vie au Salon du droit. Excellente 11e édition à tous. Merci. À présent, nous invitons Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, à prononcer les propos de circonstance comme coordonnateur scientifique. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le représentant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres alors du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, honorables magistrates de la Cour de cassation de la République,
Monsieur le protecteur du citoyen, chers membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, cher Florian, Monsieur le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Petit-Goâve et de la Croix des Bouquets, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République, chers représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, distingués cadres de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le directeur du lycée national de Pétionville, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers conférenciers, chers confrères et consoeurs avocats et avocates, honorables magistrates et magistrats assis et debout, chers élèves, chers étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. Conceptualiser, planifier, diversifier, multiplier les approches et les stratégies de lutte contre la corruption est le pari que l'ULCC décide de prendre pour interférer dans tous les espaces de vulgarisation afin de continuer à porter la parole anticorruption dans l'espoir qu'elle se fera chère et s'imposera tant dans les esprits que dans les actes de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. C'est donc dans ce cadre que l'unité de lutte contre la corruption a accepté avec empressement de remplir aujourd'hui l'important rôle de coordonnateur scientifique de cet événement majeur et mobilisateur de forces vives de la société. Dans cette grande salle, des élèves, des étudiants, des citoyens, des magistrats, des autorités politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des militants anticorruption, des professionnels de tous ordres, particulièrement des acteurs judiciaires, des amis d'Haïti, se réunissent, chacun suivant son intérêt, pour écouter, encourager, apprendre, partager, supporter et transformer. Transformer, dis-je, car cette parole qui sera dite tout au cours de cette journée porte en elle les vertus transformatrices de société, les valeurs fondatrices du nouveau citoyen que l'ULCC s'attelle à construire. L'éthique, la transparence, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, la moralité sont les principaux concepts qui seront agités et creusés dans nos salles de conférence dans le noble dessein de métamorphoser des comportements, d'amender des vieilles pratiques dolosives et pernicieuses, de cesser de recycler des attitudes qui vont en contresens avec la probité et d'impacter durablement les consciences dans le sens du bien et du respect des valeurs sociales protégées. L'unité de lutte contre la corruption a cette responsabilité légale de moraliser l'administration publique et la vie publique en général. Ce processus de moralisation passe indéniablement par ce travail de sensibilisation, d'information et de formation du public. C'est cette vertu que charrie le Salon du droit, notamment sa 11e édition conduite par l'institution en charge de la prévention et de la répression de la corruption en Haïti, l'institution garante de la transparence et de l'intégrité publique. Mesdames, Messieurs, cette grande manifestation scientifique fait partie des saines activités culturelles qui viennent en résistance à cette atmosphère pour le moins polluée et hostile
de ces derniers mois où la triste réalité des faits a fortement tenté de nous confiner dans le désespoir, dans le repli et dans l'abandon de cette édition. Le Salon du droit organisé par le cabinet Patrick Laurent et associés et l'unité de lutte contre la corruption ont refusé de céder, ont cru jusqu'au bout et réalisent aujourd'hui avec beauté le premier événement de grande convocation publique de l'année 2024. Je veux sur ce point saluer le support infaillible de nos partenaires techniques et financiers et de la confiance placée en ULCC et au projet que nous portons. J'adresse également mes remerciements les plus prononcés à l'endroit du comité interne de préparation et d'organisation constitué pour travailler conjointement avec les brillants organisateurs du salon, ces talentueux artisans du cabinet Patrick Laurent et associés. Mes chers collaborateurs du comité interne de l'ULCC, coordonné par l'infatigable maître Samson Bessia, mon cher Samson, je suis très reconnaissant des efforts nourris des membres de ce comité, de votre compétence, de votre constance et de votre engagement sans faille. À chacun et à chacune d'entre vous, chapeau, bravo, merci. L'ULCC prend acte, je prends acte. Mesdames, Messieurs, le thème choisi par l'ULCC pour la 11e édition du Salon en sa qualité de coordonnateur scientifique est la redevabilité. Les 6 conférences en salle autour de la déclaration de patrimoine, du rôle des institutions de contrôle, de la coopération internationale et d'entraide judiciaire, du recouvrement des avoirs illicites, du contrôle citoyen, joint à la prestation du club d'intégrité du lycée national de Pétionville et au procès simulé, tout ce menu riche et varié conçu pour la pleine jouissance et le plaisir de nos visiteurs et participants s'articule autour de cette obligation de reddition des comptes, de cette nécessité de sanctionner lorsque les dérives sont constatées, de ce devoir qu'ont les agents d'application de la loi et des magistrats et magistrates qui travaillent pour la République de tenir pour responsables ceux et celles qui commettent les actes de corruption. La redevabilité émet un appel fortement renouvelé à la punition, à la sanction, au suivi judiciaire des rapports d'enquête de l'ULCC et à la sauvegarde des biens publics et collectifs. Des débats pointus se tiendront, des compréhensions différentes s'affronteront, des échanges sur des questions spécialisées dans le domaine de lutte contre la corruption auront lieu avec des conférenciers qualifiés que je prends plaisir à remercier pour leur disponibilité et leur volonté de contribuer à cet effort de diffusion du savoir et des connaissances autour de ce champ si peu exploré dans les recherches scientifiques en Haïti. Enfin, mes derniers mots s'adressent au coordonnateur scientifique sortant, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui, avant de nous avoir passé le flambeau avec la charge de le maintenir haut et allumé, a tenu un salon vivant et l'a animé avec brio. Mesdames, Messieurs, sur le rapport de la Cour, l'ULCC prend le relais et lance à l'instant les hostilités. Bon salon du droit, bon salon anticorruption. Je vous remercie. L'unité de lutte contre la corruption est maintenant coordonnateur scientifique du salon. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Marie-Isabelle Salvador, vous avez le lutrin pour vos propos.
Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour supérieure de comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Messieurs et Madame, j'imagine, les mateliers de l'Ordre des avocats des Petits Wavres et de la Croix des Bouquets, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et Associés, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes des droits humains, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de la société civile, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, jeunes étudiantes et étudiants présents et à venir d'Haïti, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Voilà. C'est avec une profonde reconnaissance et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 11e édition du Salon du droit. Cet événement, organisé par le cabinet Laurent et Associés et l'unité de lutte contre la corruption, à partir d'aujourd'hui coordonnateur scientifique, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Programme des Nations Unies pour le développement, représente une occasion importante de renforcer notre engagement commun dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter, échanger et collaborer sur des thèmes cruciaux liés à la transparence, à la bonne gouvernance et à l'intégrité. La corruption, comme nous le savons, est un fléau qui entrave le développement et la prospérité, touchant toutes les strates de la société. En Haïti, les défis sont nombreux, mais notre détermination à les surmonter est plus forte que jamais. Dans cette période de transition, la lutte contre la corruption doit être au centre de nos priorités. La corruption facilite tous les autres crimes majeurs, tels que le trafic d'armes, des drogues, d'êtres humains, aggravant ainsi la crise sécuritaire que nous traversons. Elle représente un obstacle majeur à surmonter pour garantir la sécurité et la prospérité pour les Haïtiens et les Haïtiennes. En plaçant la transparence et l'intégrité au cœur de nos actions, nous pouvons instaurer un climat de confiance et créer un environnement propice au développement durable et à la stabilité. Ensemble, nous pouvons bâtir un Haïti plus juste, où chaque citoyen et chaque citoyenne pourra vivre dignement. La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée il y a plus de 20 ans, reste un outil essentiel dans cette lutte collective contre ces fléaux. Elle rassemble aujourd'hui 190 États parties, y compris bien sûr la République d'Haïti depuis 2009. Cet engagement international souligne l'importance de l'unité et de la coopération dans notre combat contre la corruption. En Haïti, l'ULCC a réalisé des progrès significatifs dans ses efforts de prévention et de répression de la corruption. Ces avancées sont d'autant plus remarquables au cours des derniers mois, où malgré une situation sécuritaire très complexe, l'ULCC a continué à mener des enquêtes au plus haut niveau et parallèlement, elle a poursuivi ses efforts en matière de prévention et de modernisation législative. Je tiens à saluer particulièrement le travail en cours visant à proposer un avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis avec l'accompagnement de l'ONUDC, et je félicite l'ULCC
pour son engagement inébranlable et je réitère le soutien continu des Nations Unies à leurs efforts dans la lutte contre la corruption. Il faut souligner que les efforts de l'ULCC doivent être renforcés par une collaboration étroite au sein de toute la chaîne pénale pour la poursuite des enquêtes. Pour avancer dans nos efforts de lutte contre ces fléaux, il est impératif de renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes, notamment entre les juges, les commissaires du gouvernement, la PNH, l'ULCC et l'UCREF. Cette synergie entre les différentes institutions est nécessaire pour mener à bien les enquêtes afin de traduire en justice les responsables des actes de corruption. La collaboration interinstitutionnelle permet de partager des informations cruciales, d'unir des ressources et d'harmoniser les stratégies d'intervention. Il faut que le crime ne paie pas. L'engagement des communautés locales est aussi crucial dans la lutte contre la corruption. Chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque femme et chaque homme en Haïti doit se sentir responsable pour dénoncer les actes de corruption qu'il constate. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle clé en éduquant le public aux dangers de la corruption et aux moyens de la combattre. En développant des initiatives locales, en organisant des ateliers et des forums communautaires, nous pouvons mobiliser un large éventail de citoyens et citoyennes pour qu'on puisse devenir des acteurs dans cette lutte. La sensibilisation et l'éducation sont des outils puissants pour transformer la culture de tolérance de la corruption en une culture de responsabilité et de vigilance. L'événement aujourd'hui, qui réunit les membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que les acteurs de la société civile, du secteur privé, des organisations nationales et internationales, ainsi que des jeunes universitaires, est une plateforme idéale pour renforcer la coopération et créer les synergies entre les différents acteurs dont nous avons besoin dans la lutte contre la corruption. Nous pouvons ensemble construire une société plus juste, équitable et prospère. Le thème central de cette édition, la redevabilité, souligne l'importance de la responsabilité et de la transparence dans tous les aspects de la vie publique. Les conférences débats prévues sur des sujets tels que la déclaration de patrimoine, la prévention et la répression de la corruption, la coopération internationale ou les rôles du citoyen dans la lutte contre la corruption offriront des perspectives précieuses pour améliorer nos stratégies et renforcer nos actions à un moment clé de la vie d'Haïti. On doit rétablir et fixer les bases pour effacer des actes de corruption dans tous les domaines de la vie publique. Les citoyens et citoyennes y ont un rôle fondamental. En conclusion, renouvelons notre engagement avec les principes de justice, d'intégrité et de transparence. Assurons-nous que le principe de la Convention de Mérida se reflète dans le cadre institutionnel et législatif haïtien, ainsi que dans les comportements quotidiens. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, nos partenaires, y compris l'ONUDC et les PNUD, le cabinet Laurent et associés, les Peace Building Fund, PBF, et le Canada, pour leur soutien essentiel à cette initiative. Je vous remercie. Il revient maintenant à Maître Even Fils, représentant de la Fédération des barreaux d'Haïti, un partenaire important pour ce salon, de prendre la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président et membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
Monsieur le représentant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur de l'ULCC, Madame la responsable de BINU, Monsieur le directeur de l'UCREF, Monsieur et Madame le président de la Cour des comptes, distingué Maître Patrick Laurent et associés, Mesdames, Messieurs les organisateurs du Salon du Droit, Mesdames, Messieurs les panélistes, honorables magistrats et éminents juristes, distingués invités, chers collègues avocates et avocats. J'ai l'insigne honneur de représenter le président de la Fédération des barreaux d'Haïti au Salon du Droit, ce prestigieux événement annuel qui rassemble les professionnels du droit et la société civile. Je voudrais souligner à travers ce court propos le rôle particulier et si important que les avocats sont appelés à jouer dans l'effectivité de la redevabilité comme mécanisme de transparence. Si la redevabilité est inscrite dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, certains experts des sciences sociales apportent un éclairage sur le concept en explicitant le binôme redevabilité financière et redevabilité managériale. Si la redevabilité financière impose aux acteurs des finances publiques de rendre compte de leur administration de l'argent public, la redevabilité managériale concerne plutôt l'obligation de rendre des comptes sur la qualité de la gestion publique. Il faut s'entendre au passage que la redevabilité ne concerne pas seulement la fonction publique, mais toute personne investie d'un mandat par un groupe. Adresser le problème de la corruption s'inscrit dans une triptyque qui est subordonnée d'abord à la mise en place de dispositifs normatifs qui doivent être soutenus par des mécanismes visant à assurer un changement au niveau de la perception de la corruption. Le dernier gros enjeu dans le traitement de la corruption renvoie à la nécessaire responsabilisation des acteurs de la justice. Quid du rôle de l'avocat dans la redevabilité? L'avocat conseille, assiste, défend dans de nombreux domaines. Loin d'être un simple prestataire de services, il est plutôt à la fois un partenaire de justice et un acteur essentiel de la pratique du droit. Ses missions sont plus larges que la seule défense des personnes poursuivies et mises en cause en matière pénale, d'assistance et de représentation des justiciables. L'avocat assiste en amont les passations de marché et la gestion des contrats à côté de leurs clients, dont certains sont enclins à les associer à des combines au détriment de l'intérêt collectif. Vous convenez avec moi que l'incrimination et l'implication de l'avocat dans les activités corruptrices est néfaste pour lui en particulier et pour les barreaux et la réputation de la profession d'avocat plus généralement, sans faire abstraction du secret professionnel auquel est assujetti l'avocat dans ses relations avec ses clients. L'avocat qui participe à la conclusion d'un pacte de corruption peut être poursuivi et engage sa responsabilité sur le terrain de la complicité par aide ou assistance. Dans pareille hypothèse, l'avocat est perçu comme un intermédiaire de l'infraction. L'avocat doit, dans ce contexte, trouver la juste mesure dans l'articulation des obligations du secret professionnel et le devoir de ne pas se faire complice de ses clients en recelant des sommes ou tout autre produit provenant de la corruption. Sa responsabilité professionnelle et son éthique s'apprécient en fonction de la nature des services
rendu à son client. La redevabilité n'est pas un choix, mais une exigence légale, sociale et citoyenne. En ce tournant tumultueux de la vie nationale où tout est à repenser, un débat sur la redevabilité des acteurs s'avère plus que nécessaire. La Fédération des barreaux d'Haïti, par mon organe, tout en félicitant les organisateurs pour la réalisation de ce forum, en dépit de la précarité de la situation sécuritaire, souhaite à vous tous et toutes une fructueuse journée d'échange sur des aspects de redevabilité souvent pas assez mis en lumière. Sur ce, au nom de la Fédération des barreaux et du président Jacques Letan, je vous en remercie. Merci, Maître Evans Fils. Et nous appelons maintenant Maître Jean-Falier Bazelet, représentant du ministre de la Justice, dans ses allocutions. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour de cassation, qui est également ce président du Conseil supérieur, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur les représentants de toutes les institutions qui œuvrent dans le domaine de lutte contre la corruption, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs, je suis honoré de vous adresser la parole aujourd'hui à l'occasion de la 11e édition du Salon du droit, un événement majeur pour la communauté juridique d'Haïti qui est devenu un rendez-vous incontournable. Chers collègues avocats, honorables magistrats assis et debout, huissiers, greffiers, toutes catégories professionnelles confondues, il y a fort à parier, malheureusement, que le discours dominant aujourd'hui est que le contexte actuel n'est guère favorable au bon fonctionnement de la justice en Haïti. Motif pris que les infrastructures judiciaires sont vandalisées, la libre circulation des vies et des biens en raison de l'occupation de certains axes routiers est restreinte. On ne saurait se réfugier dans le déni. Il est un fait que nous sommes confrontés à une réalité extrêmement difficile. Les défis auxquels nous faisons face sont réels. Ce sont des obstacles qui entravent gravement le bon fonctionnement de la justice, compromettant ainsi les principes fondamentaux de l'État de droit que nous nous efforçons de promouvoir, garantir et défendre. Aux grands mots, dit-on, les grands remèdes. Aux difficultés extrêmes, il nous faut opposer l'effort qui s'impose. Nous avons l'impérieuse obligation de répondre à ce rendez-vous de l'histoire, comme l'ont fait avant nous nos ancêtres, à un moment où la situation semblait désespérée. Autre temps, autre champ de bataille. Nous n'avons plus à nous battre contre une armée en croisant le fer et le feu comme au temps jadis. Mais c'est encore pire que celle-là. Elle est parmi nous, partout, dans nos institutions surtout. Ce n'est qu'à la vue des victimes sans nombre dans nos rangs que nous reconnaissons son passage dans notre garnison. La crise sociopolitique, le dysfonctionnement des institutions régaliennes du pays, 8 années sans pouvoir réaliser les élections, l'insécurité, autant de victimes dans nos rangs, comme ce fut le cas à la Ravine à Couleuvre et à la Crête à Pierrot. À comprendre la nature des victimes, il y a lieu de repérer du nombre des bourreaux
cet héritage de la mauvaise gouvernance dont la fille aînée est corruption, ce fléau qui nous ronge de l'intérieur. Il faut bien l'admettre qu'en l'absence d'un réveil national, où les forces vives de la nation se liguent pour renforcer les rangs avec pour l'étendard l'état de droit, elle finira par nous infliger une débâcle. C'est assez. Il faut que cela cesse. Une autre vertière est possible. Cette année, nous nous sommes rassemblés sous le thème évocateur de la redevabilité, une notion qui transcende nos responsabilités individuelles pour embrasser l'engagement collectif envers l'état de droit. Il faut considérer que la redevabilité en matière de justice couvre 3 grands aspects qui sont entremêlés et doivent être simultanés pour son aboutissement effectif. Premièrement, rendre compte. Deuxièmement, prendre en compte. Troisièmement, demander des comptes. Le rendre compte implique que les magistrats et le personnel judiciaire dans son ensemble, les auxiliaires de la justice, les fonctionnaires publics ont pour obligation de répondre des actes posés, non seulement dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi leurs responsabilités sont engagées suivant l'aune de leurs devoirs d'État en conformité avec la loi, les règles éthiques et déontologiques. Les magistrats doivent rendre des comptes devant la loi, dans le sens où les décisions qu'ils prononcent le sont conformément à la législation et ne sont donc pas arbitraires. Ils doivent également pouvoir rendre des comptes devant le public. Et cela se traduit aussi par une communication régulière des rapports de leur productivité, des rapports disponibles et accessibles à tous ceux envers qui ils sont redevables, les citoyens, les justiciables. La prise en compte implique le devoir de servir en considération des prescrits légaux auxquels nous autres acteurs nous sommes soumis. Nous servons la loi, nous devons garantir une offre de justice forte, efficace et efficiente, et en cas de manquement à ce devoir, de mécanismes institués doivent être appliqués pour sévir contre nous, pour faire ressortir le 3e aspect de la redevabilité judiciaire, demander des comptes. La justice comme service public implique aussi que le public en tant que tel détient la prérogative de demander des comptes quand ces acteurs ont failli à leur mission sacerdotale de rendre justice, quand par leurs actions ils sapent les fondements du droit d'accès à la justice comme garantie judiciaire. Favoriser la culture d'indépendance, d'impartialité et de redevabilité de ces acteurs est une étape essentielle pour garantir l'intégrité de l'ensemble du système judiciaire. Développer des codes de déontologie judiciaire est également un moyen de favoriser la recevabilité judiciaire, car il guide la conduite judiciaire tout en l'évaluant. En réalité, l'indépendance judiciaire est basée sur la confiance du public et pour la conserver, les juges doivent respecter les critères d'intégrité les plus stricts devant lesquels ils doivent rendre des comptes. Lorsque des juges et des employés des tribunaux sont soupçonnés d'abuser de la confiance du public, des mesures doivent être mises en place permettant de détecter, de mener des enquêtes et de sanctionner des pratiques corruptives. Au cabinet Patrick Laurent et associés qui, depuis plus d'une décennie, restent fidèles à ce rendez-vous,
ferme au poste pour promouvoir l'idéal de l'État de droit, j'adresse mes plus vives félicitations. Longue vie au Salon du droit. À l'unité de lutte contre la corruption qui assure la coordination scientifique du Salon de cette année, je tiens à rappeler combien déterminante est votre mission pour le redressement de la situation du pays. À la Fédération des barreaux d'Haïti, chers confrères, consoeurs avocats, avocates des 18 juridictions du pays, je vous rappelle que vous êtes les gardiens de la justice, les voix des opprimés et des innocents. Et donc le courage pour exiger la transparence, d'y contribuer et de soutenir une gouvernance éthique. Aux magistrats assis et debout, vous incarnez l'indépendance du pouvoir judiciaire. Votre rôle dans l'imposition du respect de la loi est primordial pour la stabilité et la justice dans notre société. Caesaris mulier non fit suspecta. Qu'il ne soit permis de suspecter dans vos rangs les embûches au bon fonctionnement de la justice. Aux huissiers et greffiers, vous êtes les auxiliaires essentiels de notre système judiciaire. Votre intégrité dans l'exercice de vos fonctions est indispensable à la confiance des justiciables envers notre système judiciaire. Peut-on s'arroger le droit de baisser les bras? Non. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis actuels. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où l'État de droit prévaut, où la justice est accessible à tous, où la redevabilité n'est pas un simple slogan, mais une réalité vécue par chaque citoyen, chaque citoyenne. À l'issue de cette bataille, qu'il nous soit permis de clamer haut et fort, comme l'a fait Saint Paul, nous avons combattu le bon combat, le combat de l'État de droit, le combat de la bonne gouvernance. Mes chers compatriotes, je vous appelle à vous joindre au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, chacun ce qui le concerne, dans cet appel à l'action. Je vous encourage à faire de cette édition du Salon du droit non seulement une plateforme de discussion, mais surtout un tremplin vers des actions concrètes et des résultats tangibles. Ensemble, nous pouvons et nous devons faire la différence pour Haïti. Je vous remercie. Merci, Maître Bazelet. Nous avons l'honneur d'introduire pour cette 11e édition le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jean-Joseph Lebrun. D'entrée de jeu, je voudrais présenter toutes mes félicitations et mes sincères remerciements aux responsables de cette noble initiative qui est le Salon du droit. Je remercie particulièrement le cabinet Patrick Laurent et associés du privilège qu'ils m'ont accordé de participer à l'événement du jour articulé autour de la redevabilité. Merci, Maître Laurent. Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs les conseillers et secrétaires techniques du CSPJ, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fédération des barreaux d'Haïti, collègues magistrats assis et debout de la Cour de cassation, de la Cour d'appel et du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Inspection générale des finances, du Bureau des droits d'auteur et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de l'UCREF,
de l'ILCC, de la Commission nationale des marchés publics, de l'IMED, de l'AFPEC, de l'OPC, de l'ONIDC, de l'étude notariale Alex Demosthène, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, honorable avocat des barreaux de Port-au-Prince, de Petit-Goâve, de la Croix des Bouquets et des cabinets Laurent, Casimir, Dorsey et associés, monsieur le DA et cadre de la Cour de cassation et du CSPJ, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités, mesdames, messieurs. Né et grandi dans une famille chrétienne et magistrat depuis environ une trentaine d'années, j'ai toujours manifesté un intérêt particulier pour le droit et la religion. Et c'est donc l'une des raisons fondamentales qui font que ces deux concepts constituent la toile de fond de ce bouquin titré « La réglementation du secteur religieux en Haïti 1804-2004 » soumis à votre prestigieuse délectation. Mesdames, Messieurs, depuis des temps immémoriaux, la religion a toujours occupé une place prépondérante dans la vie des habitants de la planète Terre. Des guerres sanglantes motivées par des intérêts d'ordre politico-religieux ont marqué de façon indélébile l'histoire de beaucoup de nos sociétés. La Bible, le livre sacré, n'en manque pas. Le Saint-Livre est rempli d'événements sanglants qui ont coûté la vie à des millions d'individus de toutes les couches sociales en raison de leurs croyances religieuses. Plus près de nous, au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, l'Europe fut pendant environ 38 ans, 1562-1598, ravagée par des conflits religieux, mettant aux prises catholiques et protestants calvinistes. Au cours de cette longue période de bouleversement, beaucoup de protestants furent tués. À titre d'exemple, citons le massacre de la Saint-Barthélemy, 23-24 août 1572, où, à l'instigation de Catherine de Médicis, mère du roi de France Charles IX, plusieurs milliers de protestants furent assassinés. L'édit de Nantes, qui mit fin le 13 avril 1598 à ces querelles religieuses, fut malheureusement moins d'un siècle plus tard révoqué par un édit du roi Louis XIV, signé à Fontainebleau le 18 octobre 1685. Cette révocation entraîna la démolition des temples, l'interdiction des assemblées, l'instauration de mesures policières et l'immigration de près de 300 000 protestants vers d'autres pays. Notre pays, Haïti, a connu également tout le long de son histoire des moments de trouble et de déboire à tort ou à raison, motivés par le sentiment religieux. Au nom du christianisme, les premiers habitants du pays, les Amérindiens, furent réduits en esclavage et décimés presque tous. C'est également au nom de la religion chrétienne que des centaines de milliers de Noirs importés d'Afrique et soumis au régime infernal de l'esclavage saint-domingois connurent les pires atrocités. C'est enfin au nom du credo religieux que le pays dut affronter, à partir de 1940, les rigueurs d'un mouvement d'évangélisation initié par l'Église catholique. Ce mouvement, appelé campagne anti-superstitieuse ou campagne des rejetés, fut, au dire du père Peters, un missionnaire montfortin, une vaste opération de nettoyage visant la réprobation de toute pratique superstitieuse, quelle qu'elle soit, et dont la prestation par les intéressés du serment de fidélité au service du seul vrai Dieu jusqu'à la mort constituait une garantie. Relativement à ce mouvement, le père Peters écrit, et nous citons, « Le principe est qu'il ne faut pas accepter quelqu'un à prêter le serment avant d'être bien sûr que cette personne a détruit tout ce qu'elle possédait d'objets superstitieux. Il faut appliquer le principe avec le plus d'exactitude et de sévérité possible. Il faut vraiment détruire tout, briser bouteilles, cruches, déchirer les images, arracher et brûler poteaux et croix, emporter les pierres, enlever les colliers, écraser les caillois, couper les bois servis, profaner tout ce qui est servi superstitieusement. » Au premier abord, cela peut sembler pénible, mais ce sont ces gens qui y tiennent et ils n'ont confiance que si l'on emploie par la méthode sévère. Fin de citation.
La campagne anti-superstitieuse a donné naissance à deux factions rivales. Les rejetés, c'est-à-dire ceux qui ont prêté le serment de fidélité à Dieu, et les non-rejetés, c'est-à-dire ceux qui, pour une raison ou pour une autre, y ont opposé une résistance farouche. Les protestants, de leur côté, en ont profité pour dénoncer certaines croyances de l'Église catholique. Pour ce faire, ils eurent recours à des procédés très peu cordiaux, calomnies, insultes, agressions, etc. Leurs comportements ont été dénoncés par les responsables de l'Église catholique à travers le bulletin Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien en ces termes. Et nous citons, les protestants de toute dénomination, particulièrement les adventistes et les baptistes, viennent quotidiennement troubler la foi des catholiques dans les villes et dans les campagnes, à domicile et sur les grands chemins, par leur prédication, la distribution des Bibles, leurs tracts, leurs insinuations perfides, leurs calomnies haineuses contre l'Église romaine, le clergé, les évêques, les prêtres et toutes nos croyances. Ils appellent cela la liberté de culte. Fin de citation. À compter de la fin de la première moitié du XXe siècle, la scène religieuse du pays est occupée par trois factions rivales, les rejetés, les non-rejetés et les protestants de tout type. Des conflits faisant des victimes de part et d'autre ont en plusieurs occasions éclaté entre ces trois entités. La société en a beaucoup souffert, mesdames, messieurs. Voilà pourquoi nos différents gouvernements, soucieux de réguler ce secteur si important de la vie nationale, ont, eu égard aux conventions internationales relatives, dûment signées par Haïti, élaboré toute une série de textes de loi, les uns plus adaptés que les autres à la nouvelle conjoncture socio-économique et politique du pays. Ce travail, en l'occurrence, la réglementation du secteur religieux en Haïti, 1804-2004, malgré ses limites, permettra aux lecteurs de lier plus ou moins connaissance avec le cadre légal du secteur religieux haïtien, lequel en ce XXIe siècle requiert des autorités haïtiennes une certaine mise à jour, étant donné l'expansion rapide de ce secteur et les intérêts qui s'y rattachent. Il est donc souhaitable que, dans la perspective du développement intégral de la personne humaine et de l'harmonie de la société, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par ce secteur comprennent l'urgente nécessité de le structurer ou de l'organiser. Car, comme l'a souligné le pape Benoît XVI dans son message à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2011, et nous citons, « Le monde a besoin de Dieu, il a besoin de valeurs éthiques et spirituelles, universelles et partagées, et la religion peut offrir une contribution précieuse pour la construction d'un ordre social juste et pacifique au niveau national et international. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, la religion, loin d'être un élément d'aliénation, de division et de sous-développement, constitue un facteur potentiel de libération de l'homme et de la femme, un catalyseur pour le changement individuel et collectif, une source de liberté, d'entraide et d'unité nationale. En revanche, le contraire peut être aussi vrai. La religion sans cadre légal de référence, sans balise, peut être aussi un facteur de déstabilisation du tissu social, une source potentielle de conflit entre différentes communautés de foi, une menace pour la survie de l'homme et de la femme, et une arme d'exploitation de l'homme par l'homme. Ce document fait ressortir que nos législateurs et autorités ont compris ce principe et comment ils se sont attelés à adopter des stratégies pour faire de la religion non un facteur de discorde, mais un véritable ciment social afin d'éviter la répétition des luttes sanglantes, les campagnes de persécution religieuse qui ont jalonné l'histoire de beaucoup de pays du monde, y compris celle de notre cher Haïti. En définitive, mesdames, messieurs, ce livre vous est présenté dans le but de vous encourager à apprécier le chemin parcouru par nos autorités en vue d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes églises et communautés de foi, constituant un riche paysage et patrimoine culturel que nous sommes appelés à sauvegarder. Nous souhaitons que chaque leader de conscience et chacun des membres de ces différentes communautés de foi puisse prendre l'engagement non seulement de connaître les cadres légaux en lien avec les principes de liberté de conscience et de religion, mais aussi de les appliquer, de veiller à leur respect sur la base de principes de redevabilité et de participation, d'engager des plaidoyers aux besoins pour leur mise à jour et de travailler de manière active pour la sauvegarde de l'indépendance et du développement durable du pays. Et face à ce tournant décisif de notre histoire de peuple, croyants ou non croyants, nous sommes tous et toutes conviés à l'action concertée pour sauver Haïti, notre héritage commun,
tout en nous appuyant sur l'aide du Tout-Puissant. Que le droit et la religion s'allient dans la perspective d'une vie harmonieuse des individus au sein de notre société. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Le Salon du droit, c'est une vision, un engagement, une restitution à la communauté. Et ça s'incarne à travers le prix du Salon. J'appelle Maître Patrick Laurent pour la remise du prix du Salon. Le chef, la 3e édition du prix du Salon est une courtoisie de l'Académie de perfectionnement de cadres AFPEC. J'appelle l'administratrice Michael Doléen à me rejoindre au lutre. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Libérez vos mains. L'administratrice de l'AFPEC va nous dire en très peu de mots qu'elle représente pour l'AFPEC le prix du Salon et pourquoi l'AFPEC s'est associée à ce prix. Merci, Maître Laurent. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand honneur que je présente l'institution qui a l'immense privilège de remettre le prix du Salon du droit 2024, AFPEC. AFPEC, acronyme de Académie de formation et de perfectionnement des cadres, est une institution de formation. L'AFPEC évolue dans le domaine depuis 1992. Il se distingue par son excellence et son innovation dans le domaine de l'éducation et du développement professionnel. L'AFPEC a une large gamme de formations qu'elle offre aux différents professionnels. L'AFPEC ne se limite pas à la formation. L'AFPEC est aussi un lieu accueillant où vous pouvez organiser vos propres formations. Il vous offre un cadre adéquat où vous pouvez préparer ou présenter vos ateliers, des conférences et aussi tout ce que vous avez comme événement à caractère professionnel. Pour ceux qui viennent de loin, AFPEC peut vous héberger pour un court moment. Et ainsi, ce centre de formation devient un véritable foyer pour les professionnels. Parce que c'est à l'AFPEC que les esprits se rencontrent. Les amitiés se forment. Et le réseautage interprofessionnel prend tout son sens. Aujourd'hui, ce prix symbolise non seulement l'excellence et l'innovation, mais aussi l'esprit de participation et un esprit de collaboration. Et c'est avec une immense fierté que l'AFPEC remet au Salon du droit 2024 le prix que Maître Laurent, dans les prochaines minutes, va nous aider à découvrir l'heureux récipiendaire. Maître Laurent. Merci, Madame l'administratrice. Mesdames et Messieurs, la 3e édition du prix du Salon est décernée à Maître Mario Delcy. Ce prix est décerné à Maître Mario Delcy pour son engagement et son dévouement à la défense des avocats en danger.
C'est notre troisième récipiendaire, troisième édition. Alors, je ne sais pas si Maître Delcy a quelque chose à dire, mais jusqu'avant, le Centre Toussaint Louverture se mêle de la partie et nous accueillons aussi ce matin au salon le prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence. Je demanderai au magistrat Saint-Clair-Joassin, mais ce n'est pas le magistrat, mais c'est le membre du Centre Toussaint Louverture, pour venir remettre le prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, même si le magistrat n'aime pas ça. Mais c'est un membre du Centre Toussaint Louverture aujourd'hui. Hein? Le prix est décerné à une organisation. Je vous salue tous. Je suis vraiment heureux et honoré d'avoir été désigné pour remettre par le Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme, la démocratie et le développement, pour remettre le prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence à une prestigieuse organisation. Et je vous laisse le soin de deviner cette organisation. Eh bien, mesdames et messieurs, il s'agit bien de l'ECC pour son engagement ensemble contre la corruption, pour son engagement dans la lutte contre la corruption en Haïti. ECC, ensemble contre la corruption. Nous appelons M. Poltre à nous rejoindre au lutrin pour recevoir au nom de l'ensemble contre la corruption le prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence. C'est aussi la troisième édition. Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme, la démocratie et le développement décerne le prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence à l'organisation Ensemble contre la corruption, ECC, pour son engagement dans la lutte contre la corruption, qui est une violence structurelle contre la société. 21 juin 2024. Au nom du Centre Toussaint Louverture et en mon nom personnel, je souhaite bonne continuité à ECC. Et je ne suis pas l'homme de beaux discours, je suis un homme d'action. L'action, un homme d'action, là où le besoin se fait sentir. Et je voudrais tout simplement profiter de cette tribune pour remercier le comité de la 3e édition du Salon du droit cette année de 2024 d'avoir fait choix de moi comme récipiendaire du prix du Salon du droit. Je remercie également mon ancien professeur, maître Henri d'Orléans. J'espère qu'il n'a pas poussé le comité à faire choix de moi parce que je fus son étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques. Et j'espère tout simplement que ce prix m'est donné pour avoir été à la tête d'un groupe de jeunes avocats qui avaient répondu à l'appel pressant de notre feu bâtonnier Montferrier d'Orval. C'est à ce titre même que je pense que ce prix revient davantage à titre posthume à notre bâtonnier Montferrier d'Orval, lâchement assassiné le 28 août 2020 à l'entrée de sa résidence. Mesdames et messieurs, c'est avec une humilité
sans pareil, mais surtout avec une joie incommensurable que je reçois ce prix au nom de tous les autres avocats qui avaient offert leur temps, qui s'étaient sacrifiés pour se rendre dans des zones vraiment difficiles en vue de porter secours à des avocats qui se trouvaient en danger et certaines fois à des magistrats. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, malheureusement, la tragédie a frappé la magistrature ainsi que la profession d'avocat. Des avocats ont été assassinés. Au moins 2 magistrats ont été assassinés. Un substitut commissaire du gouvernement, si je ne me trompe, et un juge de paix dans la zone de Gourmone. Ce sont des situations que les citoyens n'étaient pas obligés de vivre, car un avocat, un magistrat, ils sont là pour faire respecter la loi. Ce sont des auxiliaires de la justice. Comment comprendre qu'un avocat qui est appelé à défendre les plus faibles se retrouve en situation d'être défendu ou d'avoir à payer de sa vie pour avoir décidé de défendre les plus faibles? Je peux vous dire que je remercie, et pour finir, Maître Patrick Laurent ainsi que toute son équipe, et je vous donne l'assurance qu'en dépit de tous les problèmes auxquels le pays confronte, la Commission pour la protection des avocats ayant été dissoute par le barreau de Port-au-Prince pour certainement et pour éviter que les membres de cette commission soient totalement en danger, mais je vous dis qu'à titre personnel, je continuerai d'aider tous les avocats qui sont en danger, tout comme on l'avait fait depuis la création de cette commission en 2020 par feu bâtonnier Montferrier Dorval. Je réclame, au nom de tous mes collègues, justice pour notre bâtonnier qui a eu la sagacité de créer cette commission qui est là pour aider les confrères et les consoeurs qui font face à tous les dangers dans un pays où la loi, dans un pays où l'impunité règne, l'impunité et l'insécurité règnent en maître. Merci. Voilà, vraiment 2 minutes ensemble contre la corruption. Et je veux reconnaître qu'il y a des membres de notre conseil d'administration qui sont ici et présents, et je fais appel à eux. Est-ce que Madame Monté est là? Oui. Madame Kola. Bon, et je reçois ce prix au nom de ECC avec un double sentiment. D'abord, une gratitude immense, parce que nous pensons que ce que nous faisons comme boulot, comme travail de notre société, on est écouté, on est entendu par des couches et des couches saines, crédibles et des professionnels de qualité. Et c'est avec gratitude que nous recevons ce prix. Et l'autre sentiment, c'est aussi un sentiment de responsabilité. Et vous savez que nous devons faire honneur à ce prix, et nous avons la responsabilité de mener une bataille sans relâche contre la corruption. Vous savez, la corruption détruit tout sur son passage. Elle est souvent silencieuse, souvent, mais elle avilit notre pays. Elle avilit le peuple haïtien. La corruption détruit les réputations des familles. La corruption
elle détruit aussi l'image que devait donner l'appareil de justice. Tant qu'on n'arrive pas à organiser des procès exemplaires contre ceux qui commettent des crimes financiers dans notre pays, on peut faire de beaux discours, mais rien ne menace ceux qui sont versés dans la corruption, que la loi. Et si au Salon du droit cette année, un flash sur la redevabilité, nous pensons que c'est très important que la société haïtienne et les professionnels du droit se consacrent réellement à faire de la corruption vraiment une lutte sans merci et contre ceux qui la pratiquent. Merci beaucoup.